Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où vous nous écoutez ou d'où vous nous suivez sur ITV. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire. C'est celui d'une Sénégalaise qui a quitté le Sénégal en tant qu'esclave il y a beaucoup de siècles. Aujourd'hui, elle a une histoire fabuleuse qui a été écrite par beaucoup d'écrivains qui racontent cette histoire. Et le Sénégal a le devoir de savoir cette personne extraordinaire qui s'appelle Anna Kingsley. On l'appelait son nom aux États-Unis, mais il s'appelait Anta Madjiguène Ndiaye. Elle est partie de Rufisque, passée par Gorée, avant d'aller au Cuba et aux États-Unis. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir son aïeul, son arrière petite fille qui est avec nous, qui s'appelle Perry Frances. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau de ITV. Oui, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, un honneur. Le plaisir est pour nous, nous sommes accompagnés par l'excellent Djibi Guissé qui va autour de cette émission de jouer du blues. Aussi va participer à l'émission pour poser des questions parce qu'il en connaît un bout de cette histoire. Djibi, on commence par quoi? Bonjour tout le monde, à nos amis qui nous regardent. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont, mais on est là avec eux. Nous n'allons pas aller loin, on va se limité à la musique blues africaine, cette musique qui avait voyagé, mais qui est restée au Sénégal. Pour accueillir donc Perry, Anta Madjiguène Ndiaye, dans cette musique qu'elle doit connaître. ene yonta holko polel yinno so wona jam jam to funnange jam to hirnange jam to rewoy wodgo jam yoy leli jam yoy leli jam yoy nyakimi jam yoy ge polel diwi kono ronki to juuri polel ene ranwi enin wiital fayi to Rwanda wawa jurade mbimi pittali nana jana ko kure nanata ɗon kadi ko hakkude Sénégal Mauritanie wonno hande nani Burkina Faso mari hema Afrique on to paden pole ene ranno ene wiital kono nde artanno hey polel nde artanno ene wojji ene wiicoy polel woofi kural kono juurima ha chamyoy mama chamyoy chamyoy yaki l'esclavage, quand on travaille sous le chaud-soleil, là où votre grand-mère, arrière-grand-mère était partie, elle est née le 18 juin, vers 18 juin 1793, décédée en mai 1878 à Jacksonville. Cette histoire, les Sénégalais ont envie de la connaître davantage. Qui était Anna Kingsley? Qui était Anta Madjiguène Ndiaye? Bon. Vraiment, on peut prendre certains détails de sa vie, certaines dates, certains faits qu'on connaît,
ou les impressions données par des autres par rapport à Ntamaji Ganjai. Mais quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'elle a été remarquable, quelqu'un qui, si vous avez rencontré, tu te souviens d'elle, mais elle n'a pas écrit un journal, elle n'a pas laissé des lettres. Elle n'a pas fait un entretien comme une conversation comme ici avec une écrivain. Alors tout ce qu'on connaît d'elle, c'est les gens qui ont été autour d'elle. Et je trouve que c'est intéressant parce que comme ça, elle était un vrai personnage, mais elle reste comme un symbole parce que on n'a pas ses propres mots. Mais on sait qu'elle était d'une ligne royale, elle était fille d'un Bourba Jolof, elle venait de Jolof, de Linguère, et qu'il y a plusieurs théories de comment, mais elle a été kidnappée et elle a fait le voyage de l'intérieur jusqu'en Rufisque, où elle a pris le bateau pour aller à Gorée. Après Gorée, elle a fait le long passage et elle a été achetée en Cuba. Et c'est là où on a les premières traces, les premiers documents d'elle. Et elle avait 12 ou 13 ans à cette époque. Et elle a été achetée par un homme anglais-écosse de Charleston, en Caroline du Sud. Lui, il avait une trentaine, presque une quarantaine d'ans. Et le monsieur l'a acheté et puis l'a marié. Et ça, c'est quelque chose un peu unique dans l'histoire de... C'est pas l'histoire de l'esclavage qu'on connaît, que c'est dans les films et des livres et tout, mais c'était ça... L'histoire raconte que c'était une très belle dame, une dame altière, Oui. très élancée, et qui avait beaucoup de personnalité. Il a dit qu'elle était très grande, elle était très belle, elle était très noire, elle était quelqu'un de présence, quoi. Authentique. Oui, mais bon, on sait que ils sont arrivés par Saint-Augustin et ils se sont installés. Lui, il avait plusieurs endroits, plusieurs terrains à l'époque, et que elle est devenue un responsable. Et lui, il a reconnu qu'elle était quelqu'un qui était loyal, qui... une bonne gestionnaire. Il lui a confié les affaires pour qu'elle gère. Et moi, j'imagine que comme Linguère, comme fille de Bourba Jolof, elle a été formée de comment gérer une grande maison, comment... Bon, c'était pas le même système d'esclavage, c'était pas la même histoire, c'était des gens de partout en Afrique et c'était dans un pays étrange avec des coutumes et de langages tout à fait différents. Mais c'est quelque chose que je trouve remarquable, c'est que, bon, il y avait beaucoup de changements, comme j'ai dit, mais oui, d'une certaine manière, elle a géré la vie de son destin quand même. Parce que si elle était restée au Sénégal, probablement, elle se mariait avec quelqu'un qui avait des terrains, qui était responsable pour des gens, qui peut-être voyageait beaucoup et elle aurait dû rester là. En fait, l'histoire, c'est une reine qui a été enlevée au Sénégal, qui est partie pour devenir esclave, qui s'est mariée, qui a retrouvé sa statue de reine dans une concession. Oui, parce que bon, elle a quitté l'Afrique vers 12 ans, 13 ans. À 14 ans, entre 14 ans et 15 ans, elle est devenue maman. Alors, et à l'âge de 18 ans, il a donné ses papiers de manumission. Alors, elle a été libre. Mais libre aux États-Unis, en fait, à l'époque là, Floride n'était même pas partie des États-Unis, ça appartenait à l'Espagne. Mais on dit qu'elle était libre, mais libre à faire quoi? Elle ne pouvait pas prendre un bateau pour rentrer au Sénégal. Sa vie était menée là-bas. Elle ne pouvait pas acheter ses propres terrains. Alors, elle est restée. Et il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'elle est restée après avoir été libérée? Elle pouvait faire n'importe quoi
elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Mais à l'époque, pour une femme africaine aux États-Unis, au Sud, pas vraiment. Et aussi, il y avait l'Amérique qui venait, le gouvernement des États-Unis. Et quelque chose que beaucoup de monde, même aux États-Unis, ne comprend pas ou ne savent pas, c'est pas bien enseigné dans nos écoles, c'est que pour nous, les Noirs, sous les Espagnols, on avait beaucoup plus de droits, beaucoup plus de liberté qu'avec avec les Américains. Alors, à un certain moment, le monsieur Zephaniah Kingsley, il savait que les États-Unis vont venir. Il faisait même partie d'un comité, un conseil pour établir les règles de nouveaux États. Il a essayé de convaincre les gens comme lui, les hommes blancs riches qui avaient des propriétés, d'avoir certaines choses avec... Il voulait 3 niveaux de société, c'est-à-dire les Noirs, les esclaves qui faisaient tout le travail, les Blancs, surtout les Blancs qui avaient la propriété, qui pouvaient voter et tout ça. Mais au milieu, il voulait avoir une classe moyenne des gens de couleur libre. Parce que c'était comme ça, sa famille. Et il a bien réussi, il a essayé de convaincre les autres. Ils ont dit absolument pas non. Alors, il a pris toutes ces femmes, tous ces enfants, Anna Kingsley et les autres, et ils ont déménagé pour aller en Haïti. Parce qu'à l'époque, Haïti, c'était un pays libre et un pays noir. Et comme ça, ses fils pouvaient avoir droit d'héritage, c'était important pour lui. Mais bon, ils se sont fuis des États-Unis, ils se sont installés en Haïti, mais lui, le monsieur Zephaniah Kingsley, il est mort en Haïti. Et un de leurs fils, il est mort à mer. Alors, après sa mort, elle et ses 2 filles se sont rentrées aux États-Unis parce qu'il avait la sœur de Zephaniah Kingsley qui se porte plainte contre elle. Elle porte plainte contre elle? Oui, parce qu'elle ne voulait pas qu'elle a ce qu'il a donné dans d'héritage dans son testament. Et la seule raison, elle n'avait pas aucune autre raison, c'est parce qu'elle était noire. Mais elle était très sage. C'est comme ça que je dis, on ne sait pas, elle n'a pas donné de ses propres mots, mais si on regarde comment elle a géré dans la vie, elle savait que sous les droits espagnols, elle avait droit de cet héritage. Alors, et qu'elle était citoyenne, pas des États-Unis, mais elle était citoyenne de Floride espagnole. Et même, elle a eu une propriété donnée par le gouvernement espagnol. Alors, elle est retournée en Floride, elle est allée au cours, elle s'est présentée son cas, ses documents, et elle a gagné. 1848 aux États-Unis, au Sud, oui, 15 ans avant la guerre de succession, contre une femme blanche riche d'une grande famille, et elle a gagné. Bon, c'est un peu de son histoire. Oui, extraordinaire, je dis bien extraordinaire. Mais il y a quelque chose aussi qui a marqué les gens, je pense. Il serait bien que vous y veniez, c'est-à-dire qu'elle refusait de changer. Comme vous l'avez dit, sur le plan même de la gestion de son comportement, elle est restée digne, elle est restée responsable. Mais sur le plan de l'accoutrement de ses habitudes africaines, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a voulu complètement s'intégrer avec les Blancs ou bien c'est quoi? Bon, moi, je ne sais pas exactement, mais quand je vois, comme je dis, quand je vois la manière dont elle a géré certaines choses,
c'est que, bon, même si vous êtes sur le terrain à Kingsley Plantation, vous voyez qu'il y a la maison de son mari. Il y a la maison d'elle. La maison d'elle et ses enfants, c'était où se trouve la cuisine. Parce que c'était elle qui surveillait tous les cuisiniers et tout ça. Et après, il y a une demi-cercle des petites cases faites de coquillages de la mer, des coquillages des huîtres, qui restent toujours, ils sont là. Oui? Et quand on regarde, on voit que c'est très similaire que, comme ici, quand on voit une grande famille avec tous les frères et les sœurs qui habitent ensemble. Oui, et c'était une communauté, tous ensemble, comme ça. Et aussi, quelque chose, je ne sais pas si c'était la décision de Zephaniah Kingsley ou la décision de Antamagigan Njai et les autres, parce que Zephaniah Kingsley vivait aux États-Unis, au sud, comme un blanc, mais comme un Africain. Il était polygame. Il avait Antamagigan Njai, Anna Kingsley, mais 3 autres femmes africaines. C'est-à-dire qu'elle lui a donné 4 enfants. Mais en total, il avait 11 enfants métis. D'autres femmes. Oui, d'autres femmes. Mais et les autres femmes, ils étaient de Afrique de l'Ouest. Alors, j'imagine qu'elles avaient beaucoup plus en commun entre eux qu'avec lui. Il y avait des relations entre les co-épouses, entre elles, comme en Afrique, aujourd'hui où les femmes dans une concession vivent ensemble. Est-ce que quand vous êtes parti à Linguère, dans le Jolof, dans la famille, quand on vous a raconté cette histoire, vous avez retrouvé les mêmes choses qui se passaient là-bas, au Jolof, les mêmes images, les mêmes similitudes? Comme quelque chose qui dans les maisons m'a vraiment frappé. La première fois que je suis venue ici au Sénégal, c'était 1998, je crois, ou 17. Et je suis allée, j'ai rencontré Mansour Bouna Njai. Et il m'a envoyé à Linguère. Moi, j'ai conduisé moi-même de Dakar à Linguère pour rencontrer le griot de sa famille. Et quand il m'a donné c'était une carte postale de la maison, le palais de Alboury Bouna Njai. Et quand j'ai vu la maison, je dis mais ça ressemble à la maison à Kingsley Plantation. En fait, quand je dis ça aux gens au Kingsley Plantation, ils disent non, c'était construit même avant qu'elle venait, c'était les propriétaires avant elle. Mais juste pour moi, je dis, même si ce n'était pas sa construction, elle n'avait rien à dire. Mais l'aménagement. Mais ça doit être familier. Et j'imagine qu'elle a participé dans le dessin de cette communauté. Alors, tous les esclaves en cercle, comme ça, avec les petits cases faits des coquillages de huîtres, avec pas une très très longue distance, mais une distance entre la famille de Antamagigan Njai, la famille de Zephaniah Kingsley et les autres. Mais aussi, quelque chose que, bon, ça me rend un peu mal à l'aise de parler de mon ancêtre qui avait des esclaves. Mais j'imagine aussi qu'à l'époque, si elle les a libérés, peut-être qu'il tombera dans une situation plus dangereuse, plus mauvaise, plus brutale. Et que il y a des gens qui disent que Zephaniah Kingsley, il était, comme on dit, un benevolent slave owner, il a traité les gens de manière assez responsable. Mais bon, il faut dire que à fin de tous, c'était un système économique. Et il profitait de ces gens. Alors, c'est logique de dire, si je veux en profiter le plus, c'est mieux si je les rends contents, heureux. Je les donne ils vont rester, ils ne vont pas partir, ils vont continuer à travailler pour la maison. Oui, et à l'époque, la Floride, c'était vraiment, the wild
country. C'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'habitants blancs. Jungle, oui. Il y avait plus de Noirs et des Indiens que des Blancs. Et quelque chose que les gens de son époque a mentionné plusieurs fois, c'est que lui, il avait des hommes noirs avec des armes chez lui. Parce qu'il voyageait beaucoup. Des gardes, oui. Et Des gardes de la maison. il avait confiance en eux parce que, comme vous avez dit, il pensait que si ils pouvaient rester avec leur famille, s'ils n'ont pas eu besoin de changer leur nom, s'ils pouvaient même pratiquer leur propre religion, parce qu'ils ne voulaient pas convaincre les gens de devenir chrétiens. Si vous êtes arrivé chez lui, vous étiez musulman, vous restez musulman. Si vous êtes arrivé animiste, vous restez animiste. Ils ont changé les noms, surtout des femmes, mais si un homme est venu, il avait un nom déjà, il restait avec son nom. Alors, mais moi, je crois que c'est pas une question de sa gentillesse, c'était parce qu'il voulait faire de l'argent. C'est un système qu'il avait mis en place. Mais pour De elle, façon intelligente. pour elle, peut-être c'était une manière d'avoir une communauté africaine autour d'elle et de garder ces gens en sécurité un peu. Parce que là, même que la vie était très, très dure, on ne peut pas nier ça, c'était mieux chez Kingsley Plantation que à Savane, au marché, où on ne sait pas. Si on va à Charleston, à Savane, à la Nouvelle-Orléans, au marché, vous pouvez avoir un frère là-bas, une sœur là-bas, les fils et les parents, tous séparés. Et on ne sait jamais si il va se retrouver. En fait, elle veut conserver l'esprit de famille. Bon, comme je dis, j'imagine, ce sont des théories. Je ne sais pas vraiment la réalité parce qu'elle n'a pas eu l'opportunité de dire, moi, Ntamajiganjai. Oui, elle n'a jamais écrit, oui. Ouais. On a raconté l'histoire. Oui. Mais dites-moi, comment vous avez fait pour remonter sur cette histoire qui date des siècles et des siècles jusqu'à revenir au Jolof? Quel est l'effort que vous avez fait pour faire tout ça? Bon, d'abord, je sais que moi, je suis très, 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 très chanceuse. Parce que parmi les millions des Noirs américains, des Afro-descendants, même aux Caraïbes et Amérique du Sud, on a très peu qui peuvent tracer un nom, un endroit, un groupe ethnique comme ça. Mais aussi, de l'autre côté, il y a des documents, il y a c'est pas si loin que ça. Bon, et oui, c'est 2 siècles. Mais imaginez que... Est-ce que vous connaissez Harriet Tubman? J'ai entendu parler, oui. Oui, ok. Harriet Tubman, c'est un grand figure dans notre histoire aux États-Unis. Elle a libéré beaucoup d'esclaves sur le Underground Railroad et tout. Mais quand Harriet Tubman était vivant, quand elle était née, il y avait Thomas Jefferson qui vivait aussi. Mais quand elle était morte, il y avait Ronald Reagan qui vivait. C'est-à-dire que même ma mère, elle était née en 1934. Il y avait des gens aux États-Unis, au sud, l'an de sa naissance, qui étaient des esclaves. Oui. Mon arrière-grand-père, il est mort en 1948, mais il était né en 1865, c'est-à-dire l'an même de Emancipation. Oui. Alors, d'une certaine manière, c'est très loin, mais d'une autre manière, c'est pas loin du tout. Oui. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que, bon, elle n'était pas... Bon, elle était une esclave. J'imagine qu'elle a souffert énormément dans sa vie. Mais elle aussi, elle avait des privilèges que beaucoup des autres n'ont pas eu. Et un résultat de ça, c'est qu'il y a des documents. Il y a le testament de son mari. Il y a toujours cette grande maison qui est restée. Il y avait des gens qui a écrit leurs opinions sur sa personnalité, sa personnage, son regard, tout. Mais
pour moi, c'est grâce à des académiques qui ont trouvé, parce que pendant les années 60 et 70, Kingsley Plantation appartenait à l'État de Floride. Et ce n'était pas bien maintenu. Il n'y avait pas quelqu'un vraiment sérieux qui faisait la recherche là-bas. Ils ont inventé des histoires comme si elle était une princesse indienne, Pocahontas ou quelque chose comme ça. C'était pas comme ça. Mais à peu près le même âge que moi, moi je suis née en 1972. Il y avait un monsieur, il était à l'époque un assistant professor à l'université de Floride du Nord, UNF. Et il est tombé sur l'histoire. Il a visité Kingsley Plantation. Il était un historien et sa sous-spécialisation, c'était l'histoire de l'Afrique. Et il a trouvé passionnant, un sujet passionnant. Et il a commencé à vraiment faire une vraie recherche. Et il s'appelle Daniel Schaefer. Il a écrit plusieurs livres sous Antamagigan Njai, sous Zephaniah Kingsley et aussi sous le papa de Zephaniah Kingsley qui s'appelait aussi Zephaniah Kingsley. Et oui, alors maintenant il a 80 quelques ans, il est en retraite. Quand il a écrit la dernière édition de son livre sur Anna Kingsley, il a dit que c'est le dernier. Mais grâce à lui et aussi grâce au système des parcs nationaux, parce que à un moment, Kingsley Plantation était vendu au gouvernement fédéral, à l'État, et ça fait partie du système de la patrimoine, quoi, comme le Grand Canyon. On a beaucoup des parcs aux États-Unis. Mais Kingsley, c'est unique parce qu'il y a des parcs, c'est plutôt écologique. Il y a des autres qui sont plutôt comme des grandes merveilles comme le Grand Canyon ou Yellowstone ou Mount Rushmore. Mais il y a d'autres qui sont des parcs historiques. Et Kingsley, c'est à la fois écologique et historique. Il y a d'autres plantations qui font partie du système des parcs nationaux, mais moi je crois que c'est la seule, c'est une couple mixte. Un homme européen et une femme africaine. Et cette histoire, vous l'avez poursuivie pour venir jusqu'au Sénégal? Oui. Parce qu'on a eu une tendance aux États-Unis de plus en plus, les gens font des tests ADN pour savoir d'où ils viennent. On a vu beaucoup qui vont au Cameroun, on a vu ces returns. Par exemple, au Ghana, les Noirs américains qui retournent au Ghana, qui se réinstallent là-bas. À un moment, il y a eu la femme de Bob Marley, Rita Marley, qui vivait au Ghana. Est-ce que c'est par ça que vous êtes passé pour revenir au Sénégal? Bon, c'est intéressant parce qu'il y a certaines choses aussi pour moi dans ma vie que quand je les vois en arrière, je dis mais je ne savais pas pourquoi est-ce que je faisais ça. Mais maintenant, avec la connaissance de l'histoire de Antamagigan Njai que j'ai, c'est comme je suivais ses pas et elle m'a guidée. Parce que bon, j'ai fait mon premier voyage. La première fois que j'ai quitté les États-Unis, c'était pour aller en Afrique. J'avais 12 ans et je suis allée au Nigeria. Et c'était dur, mais c'était un grand choc, un grand changement. Quand j'avais 14 ans, mon père est déménagé, il a quitté les États-Unis, il est musicien aussi, il est musicien de jazz. En fait, il a joué au Festival de jazz de Saint-Louis en 2004. Et il a quitté les États-Unis pour vivre en France. Alors, à l'âge de 14 ans, j'étais obligée d'apprendre le français. Moi, j'ai pris l'espagnol à l'école, à l'époque. Mais si je voulais avoir des amis, je passais tous mes étés en France. J'étais obligée d'apprendre le français. Maintenant, c'est très utile ici. Oui, bien sûr. Et c'est pas commun. Il y a des Américains, surtout les Noirs américains, qui parlent français, mais en général, c'est parce qu'ils ont des racines haïtiennes ou ils venaient de Caraïbes. Mais c'était comme elle a dit, tu auras besoin de ça plus tard. Il faut bien apprendre. Aussi, j'ai une tante
Elle est décédée, mais elle était une figure très très forte, une forte personnalité. Et elle vivait en Floride. Elle m'a toujours dit que nous sommes des Kingsleys. Et je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Je sais que je savais, j'étais jeune, j'avais 19 ans, 18 ans. Je savais que c'était quelque chose de l'histoire de l'esclavage, blablabla, blablabla. Je ne savais pas. Mais à l'université, moi je suis diplômée de Spelman College à Atlanta, Georgie. Et j'ai fait des études, j'ai pris décision de spécialiser dans le français, relations internationales et politiques. Alors, j'ai pris des cours de la littérature, de la négritude, l'histoire de l'Afrique, la politique de développement et tout ça. Et j'avais toujours envie d'aller en Afrique. J'avais un billet d'aller au Dakar, passer par Paris, voir mon père. Quand je suis arrivée à Dakar, il y avait ma tante qui a envoyé une thèse qu'une amie à lui qui était étudiant dans une autre université en Floride a écrit. Et c'était une thèse qu'elle a écrite pour une cours d'histoire de la Floride qu'elle a écrit sous le sujet de notre famille. Wow. Alors, imagine que je ne savais pas exactement, je n'étais pas forte dans les détails de cette histoire avant. Je savais qu'il y avait un lien Kingsley. Il y a ma tante qui m'a raconté quelque chose. J'ai lu cette thèse. C'était la première fois que j'ai eu le nom Ntamaji Njae ou Anna Kingsley et la date. Et pendant une semaine, juste une semaine après, j'étais sur l'île de Gorée pour la première fois. Et j'ai eu l'opportunité de venir ici plusieurs fois. À cette époque-là, j'étais un prof de français et histoire dans un lycée privé en Arizona. Et j'ai eu l'opportunité d'amener des étudiants, de voyager. On a fait des projets de service. J'ai commencé à apprendre un peu de la culture sénégalaise et j'ai essayé de faire des tout petits, par des efforts, de trouver les descendants des frères et des sœurs de Ntamaji Njae. Et ça a pris 25 ans, mais après, oui. 25 ans. Oui. C'est long, c'est long. Djibi? Parce que nous, je me rappelle en 98, nous avons eu la rencontre d'une... Bon, ce n'était pas une étudiante, elle était venue faire des recherches. Et elle était américaine blanche. Elle s'appelait comment? Jennifer Chase. Oui, je la connais. Elle était venue pour faire des recherches sur Ntamaji Njae. Ah. Et là, nous avons eu le privilège, quand elle nous a expliqué, parce qu'elle venait tout le temps nous voir avec Dieynaba Signaté de ACI, et nous on était là, on causait, on discutait, mais elle m'a dit qu'elle veut chanter avec nous. Quand elle nous a parlé d'une esclave qui a été après affranchie, qui a pu gérer, qui a pu organiser des esclaves pour leur économie, nous avons accepté le projet et nous avons commencé nos recherches avec elle. Et nous avons fait la chanson qui fut très belle. Et ça, c'était en 98. Mais faites-nous le plaisir de réécouter cette chanson, Djibi. Ouais, cette belle exemple, guitare, cette belle chanson. Ce que je me rappelle de la chanson, c'était ça. C'était... on racontait que sur la chanson, on disait en Wolof, pour que vous compreniez. Oui, merci. Ntamaji Njae, moi j'ai parlé comme ça, pour dire Ntamaji Njae, c'était une esclave qu'on a pris ici au Sénégal, qui a été vendue, mais qui est restée elle-même. Ça fait comme ça. Ntamaji Njae, Njae Jaata Njae, Ntamaji Njae, Njae Jaata Njae, yow la tubaab bi yóbbu woon, xeex nga ngir siggi daal, ñuroo jàmbaroo say na. Ntamaji Njae, jaayo jaayo jaay.
jam xeex nga ngir sikki daal gàcce ngalaama jàmbaro 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 sayna Anta ma jigéen jaay. C'est-à-dire qu'on expliquait sur la chanson, Anta a voulu rester elle-même. Authentique. Authentique. En gardant ses racines. Tu as été prise, tu as été vendue, mais tu as montré une certaine dignité. Et tu es resté, on t'a imposé des choses que tu n'as pas voulu. Tu as voulu rester toi-même. Et on l'a glorifié pour dire que tu as été d'une grandeur en fait extraordinaire. Ndiaye, Diatta Ndiaye. Ici, quand on Ndiaye, on dit une lionne ou bien un lion. Ouais. Ndiaye Bromko de Ndiaye. Et là, vous êtes là, vous représentez quelque chose d'important. Quand on parle même de l'histoire du Sénégal aujourd'hui, je sais que Anta Madjiguène en fait partie. Vous aussi, vous en faites partie. Parce qu'on a appris tout à l'heure la question de Alsan qui disait comment se fait-il que vous êtes arrivé à ça? Parce qu'elle aussi, elle a œuvré. Parce que d'abord, elle a eu l'héritage, elle a hérité en même temps d'une plantation, mais aussi des esclaves qui étaient là. Mais elle a su organiser ces esclaves pour qu'elles deviennent autonomes, pour leur permettre de gagner leur vie réellement. Elle a organisé. C'est pourquoi les gens ont retenu même son nom. Elle a fait des choses bien pour les organiser, pour gagner en fait, pour elle-même, pour avoir une autonomie financière. Ces actes-là ont marqué les gens là-bas pour une personne qui était esclave comme eux. Qui a vu une capacité d'organisation. Oui, c'est ça qui a fait que les gens ont retenu en fait son nom. Elle a joué un grand rôle pour l'épanouissement, pour l'émancipation même de ces esclaves qui étaient sur place. Et ça, je te dis, ouais, c'est bien, tu vas sourire. C'est ça, et nous, c'est ça qu'on a retenu. C'est pourquoi son histoire est si fascinante. Et maintenant, vous êtes là, pour nous, vous êtes Anta Madjiguène Ndiaye. Comme on vous l'a dit à Djolof. C'est le qu'on lui a donné au Djolof. À Djolof, c'est ça qui s'est passé, hein, à Djolof. Quand tu es arrivé à Djolof avec la famille, comment ça s'est passé la première fois? Comment ça s'est passé? Fois, j'étais toute seule avec une chauffeur, une voiture. Je suis allée à Linguère. J'ai rencontré un homme qui a chanté l'histoire de la famille Ndiaye, mais c'était père en fils et père en fils et père en fils. Il n'y avait pas beaucoup de femmes et surtout un petit-fille, parce qu'elle était une petite fille à l'époque. 13 ans. Mais en 2022, j'ai eu l'opportunité de retourner avec la famille et rencontrer les gens et vraiment apprendre encore plus. Je suis allée à Linguère, je suis allée à Djara, je suis allée à Yang et c'était comme ça que j'ai vraiment commencé à comprendre la significance de son héritage ici. Bon, moi, je suis une fille de les années 70. Et aux États-Unis, c'était l'époque des afros et des dashiki. Tout le monde changeait leur nom pour porter un nom africain. C'était vraiment, on a eu une fierté. Et une chose qu'ils ont toujours dit, que vous étiez plus que des esclaves, vous étiez des descendants des rois et des reines. Et on a dit, mais c'est pas possible que tout le monde soit les descendants d'un roi et une reine. Mais c'était vraiment que nos parents, nos écoles, nos communautés ont fait pour que nous ayons cette confiance en soi. Parce que la vie, parfois, aux États-Unis, c'est difficile. Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est vraiment incroyable qu'à la fin, je trouvais que ils ne m'ont pas menti, c'est la vérité, parce qu'elle était une princesse. Mais ça aussi, c'est quelque chose dont je peux être fière, mais aussi que me rend un peu triste, parce que aussi, on a toujours été enseigné que nous avons perdu beaucoup, nous avons perdu notre histoire, nos langues, nos façons de vivre, et nous étions obligés de reprendre et de recréer une nouvelle civilisation, une nouvelle culture, une nouvelle manière de vie dans un pays étrange et difficile et brutal et tout ça. Mais
je crois que c'est pour ça que je dis, même qu'elle n'a pas parlé de sa propre bouche en disant ce qu'elle voulait qu'on peut tirer de sa vie, mais quand même, on peut utiliser l'histoire, ce qu'on sait, comme symbole de résistance, de fierté, résilience, de survival. Elle a beaucoup survécu. Oui. Et aussi, moi, j'imagine que, je ne sais pas même si elle lisait ou si elle écrivait, mais je sais qu'elle était très, très, très intelligente. Parce que si on regarde la manière dont elle a survécu et comment elle a protégé ses enfants, comment même dans une situation où elle n'aurait dû avoir beaucoup de droits, elle a trouvé des manières de gérer, et même pas juste de survivre, mais s'épanouir, d'avoir de succès et de donner quelque chose à ses enfants. Et je crois que c'est utile aussi pour les Africains et les Américains, parce que ce n'est pas la version qu'on sait. Oui, et comme ça, on peut imaginer qu'il y a plusieurs histoires qui sont beaucoup plus compliquées. Il y a beaucoup plus j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait moins que... Parce que souvent, l'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs qui est racontée. Oui, mais la vraie histoire n'est pas racontée souvent. Oui, on pense qu'on sait tout, mais en fait, on sait très peu. Oui. Nous avons des clichés, des stéréotypes, des choses que nous avons répandues les uns à l'autre, par rapport à l'opinion des Américains, par rapport à l'Afrique et l'envers. Oui. Mais la réalité, c'est plus riche, plus compliqué, plus diverse qu'on peut imaginer. Et je crois aussi que c'est important aujourd'hui de parler de son histoire parce que c'est le 28 mai et c'est le jour de l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires français. Oui. Mais aussi, même dans cette période-là, la semaine dernière, on avait le jour où les esclaves en Floride ont découvert Emancipation. Alors, Emancipation Day en Floride, c'est le 20. On a le 100e anniversaire de Malcolm X. On a African Liberation Day, le 25. Alors, c'est vraiment... C'est une époque extraordinaire. Oui. Mais vous, en tant que Sénégalaise aujourd'hui, d'origine américaine, d'origine sénégalaise, on peut le dire, comment vous avez vécu personnellement cette histoire? Il y a beaucoup d'émotions par rapport à l'histoire. Bon, comme c'est une longue histoire, Anta et moi, ça dure 25 ans. Même le même été que Jennifer est venue, moi j'étais là avant elle. Mais elle était une étudiante de Daniel Schaefer. C'est pour ça qu'elle est venue. Ce n'était pas par hasard qu'elle savait cette histoire. Elle a appris l'histoire avec Schaefer. Oui, elle a appris l'histoire avec Schaefer. Elle est venue ici. Alors, oui, et ça fait, pour moi, j'avais comme, je crois, 24 ans, 23 ans. Et c'était une réponse à une question que j'ai toujours eue. Comme Noirs américains, on veut savoir d'où nous sommes. Bon, bien sûr que moi, je sais que moi j'ai des racines en Floride, en Mississippi, en Tennessee, et je suis très fière de ma famille et notre histoire. Mais il y a toujours cette question. Et aussi parce que, bon, toujours dans ma vie, il y a des gens qui me posent la question qui je suis et est-ce que je suis métisse. Et moi, je dis toujours, je ne suis pas métisse. Moi, je suis noire. Mes deux parents, ils sont noirs. Les parents, ils sont noirs. Et c'est depuis des générations. Mais même que je suis restée avec peau claire, yeux verts, j'ai toujours eu envie de savoir qui était cette homme blanche. Qui était, c'était pourquoi la raison pour laquelle nous ne sommes pas
Noir, vous êtes des métis. Pourquoi? Mais bon, moi, je peux dire, je suis de peau claire, je ne suis pas métisse. Parce que métisse, ça veut dire que tu as un parent blanc et un parent de couleur. Mais l'arrière-grand-parent, oui, c'était un blanc. c'est arrière-grand-parent. Alors, j'étais très, très contente de découvrir la personnage de Anta Madjigenjai et Anna Kingsley. J'ai identifié beaucoup avec elle. Mais aussi, j'étais curieux sur la personnalité de Zephaniah parce qu'il était la réponse à cette question que j'ai toujours eue. Mais oui, d'une certaine manière, je crois que je suis ses pas et qu'elle me dirige. Ici, c'est ma 10e voyage au Sénégal. Et je ne suis jamais venue avec une université, un programme, une bourse. C'est toujours moi qui a... Vous venez pour... Excuse-moi ça. Vous avez eu les photos d'Anta Madjigenjai. Moi, j'ai appris que dans un musée en Floride, il y a sa photo, une grande photo, etc. Oh, oui. Ouais, avec l'accoutrement africain. Mais quand vous êtes la première fois que vous êtes arrivé en famille ou bien au Sénégal, quel est le rapprochement que vous avez fait entre son visage, entre Anta et ceux que vous avez, celles que vous, je dirais même celles que vous avez trouvées ici? Alors, une chose, il faut dire, c'est que il n'y a pas de photo d'elle. D'accord, d'accord. Mais l'image qu'on voit, Ouais. c'est une image créée par une artiste en Floride parce que l'État de Floride voulait mettre une série de portraits dans la maison, à l'époque c'était dans la maison du gouverneur de la Floride. C'était une série de grandes dames de la Floride. Et ils ont mis Anta Madjigenjai, Anna Kingsley dedans. Mais même qu'elle vivait dans l'époque où photographie, c'est une nouvelle technologie et il n'existe pas de photos. Mais tu sais comment ils ont créé ce portrait? Non. La femme, l'artiste, elle s'appelle Marianne Lurbs. Elle m'a écrit un email, elle m'a demandé ma photo, les photos de mes 2 tantes, et puis elle a fait une recherche sur Internet et elle a trouvé des images des femmes Wolof contemporaines et aussi elle a regardé pour savoir les manières de s'habiller 1870-1860, même avec les tissus africains et les textiles. Et elle a créé sur ordinateur cette image. Mais bon, quand je suis allée à Linguère, à Tara, c'était très impressionnant parce que, bon, aussi chez moi, si j'ai une réunion de famille, ma mère, l'année dernière, elle fêtait ses 90e. 90 ans, oui. Ah, oui, maintenant elle a 91. Yeah. Et j'ai fait réunir presque tous les neveux et tous les nièces et tout. C'était une trentaine de personnes. Et c'était vraiment quelque chose. Tout le monde m'a dit, oh, tu as bien fait, tu as organisé ça, tu as fait venir tous les nièces et tout. Alors d'être dans un événement avec même une centaine de personnes, tous qui peuvent tracer les mêmes liens, c'est énorme. Wow. Et bon, c'était confirmation, comme je dis, beaucoup de choses qu'on a appris comme des petits enfants pendant les années 70, que nous avons une riche culture, que nous avons eu notre propre manière de cuisiner, de faire la musique, de danser, tout ça, et qu'il en reste des traces chez nous dans notre culture. Parce que quand je vois Tcheboujen, bon, je sais que c'est un peu comme Red Rice en Caroline du Sud. C'est la même chose. Oui, quand je vois les femmes qui dansent le sabar, je peux voir une même manière de danse dans les défilés de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Oui, il y a, quand on écoute la musique avec le kora,
On sait que le kora est devenu le banjo, qui est devenu la guitare. Oui. Et que nous sommes vraiment des African Americans. Nous sommes des Africains en Amérique. Et que même tout ce qu'ils ont essayé de faire pour que notre culture sera effacée, on l'a gardée. Voilà, il y a certaines choses qu'on a toujours. Oui. Et quand je suis allée à Dara, à Linguère, Yangang, et j'ai vu beaucoup de choses. Bon, il y a des choses très, très différentes, mais il y avait des choses très similaires. Ouais. Je dis, oh! Parce que les gens sont partis avec leur culture aussi là-bas, sur place. Oui. Ils ont amené aussi ce qu'il y a de très profond chez eux. Et nous sommes restés au cœur des Africains. Mais parfois, les gens disent, surtout dans certaines communautés, qu'ils sachent bien que bon, la Nouvelle-Orléans a un certain rapport avec Haïti et Haïti a un rapport avec l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, ou qu'il y avait beaucoup des Sénégambiennes qui sont venus en Caroline du Sud pour cultiver le riz et tout ça. Mais c'est impressionnant. Oui, c'est resté. Juste une dernière question. En 2008, il y a un événement extraordinaire qui est venu aux États-Unis. 2008. C'est un noir qui a été élu président des États-Unis. Oui. Qu'est-ce que ça a fait par rapport à cette histoire africaine que vous avez vécue? Moi, ça m'a trouvé aux États-Unis. Barack Obama, quand il a été élu, j'étais à la 106e rue, à New York. Mais c'était fou, c'était énorme. Oui. Les Sénégalais, les gens pleuraient dans les rues. Les Sénégalais qui étaient venus en tant que commerçants, ils pleuraient. Oui, oui. Et bon, maintenant, bon, ça c'était en 2008. 2008, oui. Oui, et on voit 8 ans après ce qu'on a eu. Oui, bien sûr. Et je crois que si on fait un peu de comparaison avec l'histoire de l'époque de Anna Kingsley. Oui, après la guerre de sécession, il y avait une période de liberté, les esclaves ont été libérés, ils ont créé des communautés, ils ont fondé des institutions, ils avaient leurs banques, ils avaient leur propre terrain, ils commençaient à faire les affaires et tout ça. Et nous sommes tombés dans une période qui s'appelait Reconstruction et ils ont tout récupéré. Et c'était comme une revanche. Je crois que maintenant, nous sommes dans la deuxième Reconstruction aux États-Unis. C'est comme tout ce qu'on a gagné, tout en droit, mais aussi en fierté, en confiance en soi, et une image des Amériques qu'on a montré au monde, de ce couple si intelligent, avec beaucoup de classe, de meilleures éducations, qui étaient des Noirs américains. Maintenant, on voit tout à fait le contraire. Et c'est l'histoire, ça fait Ça répète. Ça répète. Et je crois que maintenant, nous sommes dans la deuxième Reconstruction. Et surtout que cette histoire vient avec l'arrivée de Trump au pouvoir et qu'on entend quelque part dire qu'on va revoir, aujourd'hui, libérer celui qui avait tué George Floyd. Oui. On en parle ces temps-ci. Pour libérer le policier qui avait été condamné parce que peut-être Trump juge qu'aujourd'hui qu'on doit libérer. Bon, je sais, ça aussi c'était dans la dernière semaine. C'était le 5e anniversaire de la mort de George Floyd. Et après la mort de George Floyd, on a eu aux États-Unis beaucoup des grandes marques, des grandes compagnies qui ont essayé de faire quelque chose, de faire une égalité. Ils ont beaucoup parlé de diversité et d'égalité et tout ça. Et maintenant, il reprend et il fait semblant de ne jamais avoir parlé de ça. Il nie ses programmes, il prend les fonds qu'ils ont mis, il efface tout. Et c'est parce que je crois que dans notre administration courante, ils sont contre tout ce qui parle de notre histoire à nous, ou tout ce qui montre un visage des États-Unis qui n'est pas que nous sommes les héros, qu'on vaincre tous nos ennemis, que
tout est comme dans une dessin animé ou un film de Hollywood. Et si on parle de l'histoire des Noirs américains, de l'époque de Anna Kingsley jusqu'à l'époque de George Floyd, c'est pas tout à fait joli. Et aussi, vraiment, je crois que l'homme dans la Maison Blanche, surtout si vous regardez ce qu'il fait avec Harvard University en ce moment, il a quelque chose en particulier contre l'ancien président. Mais vous, par exemple, vous, en tant qu'Africain, etc., ce qui vous lie à l'Afrique, il y a plein de gens parmi vous qui veulent trouver le racine, qui s'intéressent à l'Afrique. Comment voyez-vous votre intégration ou bien votre retour en Afrique? Bon, moi, Et qu'est-ce que vous attendez de nous? Répétez encore, ok. Je dis qu'il y a plein de gens parmi vous qui veulent revenir, qui ont un lien, qui pensent à l'Afrique, qui pensent au retour, etc. Et qu'est-ce que vous attendez? C'est la dernière question, c'est qu'est-ce que vous attendez de nous? Mais comment voyez-vous votre retour en Afrique, votre retour? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là en vous, les Africains américains, tu vois, cette pensée à l'Afrique, le retour vers la terre natale, tu vois, vers le berceau? Bon, moi je ne peux pas parler pour tous les Africains-Américains, tous les Noirs américains, tous les Afro-descendants, mais je peux dire que oui, je crois, en ce moment surtout, il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui cherche à aller ailleurs. Et c'est vraiment un environnement très, très difficile qui nous rend très mal à l'aise. Mais ça a commencé même avant. Je sais que, bon, il y avait quelques ans qu'il y avait le retour au Ghana, organisé par l'acteur Boris Kodjoe et sa femme. Et je sais que l'année dernière, ils avaient comme 500 Américains qui ont eu leur citoyenneté ghanéenne. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment qui fait de la recherche, qui ont vraiment envie, qui veulent revenir. Mais c'est aussi ça, c'est compliqué parce que même que on a des racines africaines, on a des choses qu'on a gardées qui fait partie de notre culture. Il y a certaines choses, nous sommes habitués à une certaine manière de vivre. C'est pas évident. Et nous sommes, même que nous sommes tous des descendants africains, nous ne sommes pas des descendants d'un seul endroit, un seul groupe ethnique, une seule région. Alors, c'est un peu difficile. Et je crois que parfois, les Africains, ils savent que nous sommes les filles et les fils de l'Afrique, d'une certaine manière. Mais comme on n'a pas notre langue, on n'a pas une culture, on ne peut pas, même que je peux donner tous les noms de la famille de Antamidji Genjai jusqu'à Njajanjai. Je ne suis pas vraiment de la culture sénégalaise. Je ne parle pas Wolof. Il y a certaines manières dont je suis vraiment américain. Mais je crois que le plus important, c'est que nous continuons ces conversations, qu'on fait des échanges, qu'on voyage, qu'on a des rencontres culturelles, mais aussi pas seulement des institutions et des gouvernements, mais relations humaines. Des individus. Des relations humaines. Oui. Voilà. Et on peut voir comme ça que même qu'on est différents, on est aussi très similaires. Absolument. Mais bien dit. Merci infiniment à Perry. C'est Perry Frenchy, hein? Francis, Anta Madjiguène Ndiaye du Sénégal. Djiby, on avait commencé avec toi. On termine avec une belle chanson. On va te chanter. Dédiée à Anta. Tes arrière-grand-père sénégalais, arrière-grand-mère. Ce qui est Ndiayen, les Ndiaye, on dit les louanges de la famille Ndiaye. Aujourd'hui, tu es Anta Madjiguène Ndiaye. Anta Madjiguène Ndiaye, nga gata te ñuway, ñuway ndanan. Hey, why is that over?
jigéen jaay peri Anta ma jigéen jaay te ñu way ndanaan way zara njaay biram kotu njéeme biram kotu njéeme njaay biram kotu njéeme jote baka kudi biram kurekan njaay lay te cikli ngeglaan sare sare njaajen njaay ala mo darter tomu gay ne njaay jaata njaay lay te cikli ngeglaan sare sare njaajen wayo ni wano kay na ko wayala bakalwa Anta ma jigéen jaay Anta ma jigéen jaay ndaanaan nga ñaari yoon hey Plateau de ITV, plateau spécial pour parler de Anta Madjiguène Ndiaye, connu sous le nom de Anna Kingsley. Je vous le disais qu'il est né vers le 18 juin 1793 et décédé en 1870 à Jacksonville en Floride. Anta Madjiguène Ndiaye avait quitté le Sénégal, Rufisque, qui est parti Gorée, Cuba, et se retrouvé dans cette histoire fabuleuse qui a été racontée. Une femme sénégalaise qui était digne, qui a conservé sa sénégalité malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, et surtout, c'était une reine. Merci Djibi Guissé, merci Anne Pérez d'avoir avec nous, merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. C'était de l'histoire et de la culture sur ITV. Au revoir.